Bonjour à tous et bienvenue dans Followers, l'émission en direct de Facebook et de Twitter et en direct du Spotlight 100 rue Gambetta à Lille. Bonjour Eric et bonjour Alice. Salut Francis. Comment allez-vous? Fort bien, écoute. Fort bien, le week-end prolongé mais pas pour Followers, on continue même d'être là quoi. Et ouais, on fait pas le pont, c'est dommage. Avec toi Eric, on parlera de toute l'actualité des réseaux sociaux. Ouais, on va voir des petites affaires bien juteuses qui se sont passées cette semaine. D'accord, avec toi Alice, toujours la musique et la culture. Tout à fait, donc en musique on va parler d'un DJ anglais qui a un nom très bizarre, et en culture on va parler d'un festival sur la Riviera. Très bien, et ben écoute, merci en tout cas d'être revenu, parce que la semaine dernière vous n'étiez Tu pas là. m'avais manqué. Vous me manquez, oui. C'est pour ça. Tu n'étais pas là et Angina et Aliette n'étaient pas non plus, vous êtes Et revenus, non, on vous a bonjour. abandonné. On est revenu encore. Avec toi Aliette, on parlera des oubliés de la semaine. Oui, et on va parler de sport, des Jeux Olympiques qui approchent à grands pas. D'accord, très bien. Et toi Angina, toujours aussi Jeux Olympiques du coup. Eh ben, on va parler de sport aussi. Ça sera... voilà. Ce sera quoi en sport? Ça sera sur la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Très bien, tout à l'heure on aura William qui sera avec nous, un beatboxer qui nous fera le plaisir d'être avec nous et de nous faire une petite démonstration. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il est assez rapide, voire même très très rapide. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le clash de la semaine, le compte Twitter, le compte Facebook. On est ensemble pour une grosse demi-heure. On commence tout de suite avec on a décidé de vous parler cette semaine, on vous parle du site Book Crossing. Oui, alors pour tout vous dire, on est tombé sur ce truc l'autre jour. En fait, on était dans un bar pour pas changer les bonnes habitudes, et on est tombé sur deux bouquins. Donc on pensait que quelqu'un les avait oubliés, sauf que quand on a ouvert, il y avait un petit mot dedans, donc celui-ci. Du coup, tout étonné, on est allé sur le site du coup Book Crossing, Oui. et on a compris que c'était une très belle initiative. En fait, c'est un site qui cherche à rallier les gens par le biais du livre, et le concept est simplissime. C'est laisser à la portée de chacun des livres dans des endroits publics, que ce soit un banc, des salles, une salle d'attente ou autre, ou un bar comme nous on l'a vu, et laisser les gens les récupérer, tout ça gratuitement. Ouais, et ce qui est assez impressionnant, c'est les chiffres, parce que le site a été lancé en 2001. Ouais. Et depuis, il comporte plus d'1 million de book crossers, comme on les appelle, avec 9 millions de livres qui sont en circulation dans 132 pays. Donc c'est assez énorme. Le site a vraiment fédéré une communauté entière autour, c'est impressionnant. Et maintenant, il y a même des chasses qui sont organisées pour aller trouver les livres, les rechercher. Et voilà, je trouve que c'est de quoi mettre un peu de fun dans ce milieu qui est un peu en crise, et de ramener un peu des jeunes à la lecture et voilà, à l'amour des livres. Alors nous, forcément, dans Followers, on a voulu participer, voir vraiment ce que ça donnait. On a décidé de choisir ce livre. Voilà. Alors petite pub au passage, ça s'appelle Les Miscellanées d'Internet. Et si vous ne connaissez pas trop la culture Internet, alors pas geek mais vraiment Internet, lisez-le, c'est vraiment super bien foutu. En 200 pages, on a 20 ans d'histoire du web résumé. Et si vous débarquez aujourd'hui sur Internet, et ben demain vous êtes un vrai génie, vous épaterez tout le monde à la cafétéria, parce que vraiment vous allez connaître tous les lolcats, il y a John Lajoie, enfin il y a vraiment tout, il y a Vie de merde, enfin tout est dedans. Voilà, c'est vraiment la Bible d'Internet. Donc on a choisi ce bouquin-là. Et après, comment ça se passe, Eric, en fait? C'est très simple, Fred. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, c'est Jamie avec vous comment fonctionne le Book Crossing. Alors, j'ai pas la maquette, mais en fait, c'est très simple. Vous allez vous inscrire sur le site, vous mettez votre nom et une fois que le compte créé, vous mettez le nom du bouquin que vous voulez partager. Alors, le livre reçoit un identifiant, ce qui le permet de le suivre toute sa vie. Vous pouvez voir, il va voyager peut-être à votre place, c'est triste, mais peut-être qu'il partira en vacances sans vous. Et donc, nous, la tradition veut qu'on mette un petit mot, bien sûr, que le précédent mette un petit mot pour ce livre. Donc, nous, du coup, sur les miscellanées de l'Internet, on en a mis une première page pour vous. C'est l'explication du Book Crossing, comment ça marche pour faire suivre le mouvement. D'accord. Et donc, nous, on a décidé de le déposer au Monde Moderne à Lille. C'est rue des Trois Couronnes, Oui. dans le centre-ville. Donc, on vous laisse aller le chercher. Il y sera dès ce soir. Et alors, si vous avez lu le livre, normalement, Internet n'a plus aucun secret pour vous. Donc, peut-être est-ce que vous aurez envie de partager votre expérience sur les réseaux sociaux, et notamment donc sur Goodreads.com, qui est le réseau social des passionnés de livres. Ça marche plutôt bien en France. Et alors, un autre site qui est un peu moins connu, c'est Readmill. En fait, c'est un site anglo-saxon et qui permet en fait de créer une communauté aussi autour de livres en mettant les annotations, les passages préférés, en faisant des suggestions. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et à vos livres. Eh ben merci beaucoup, voilà, c'était on a essayé de vous parler. Bookcrossing.com, allez-y, on vous poste bien sûr toutes ces informations sur la page Facebook et la page Twitter. Les lumières crépitent, c'est l'heure de ton alerte, Eric. Eh oui. Alors, je sais qu'on n'est pas là pour plomber le moral des gens, le moral de nos petits followers, mais il faut le dire, la France et Twitter vont vraiment mal, puisqu'hier en trending topic, on avait le roi du remix pourri, c'est-à-dire le colonel Riel, et l'empereur de la connerie, Michael Vendetta, qui était en trending topic. Alors, ça plombe le moral.
on se dit que quelque chose va pas, on a envie de pleurer, et du coup on trouve des tweets du genre le colonel Rayel et Michael Vendetta en trending topic. Je crois qu'il va falloir qu'on parte à la recherche d'un nouveau réseau social, mais Kiwi. Kiwi. Mais non, mais Kiwi, ne changez pas de réseau, parce que si comme moi vous n'aimez pas voir ce genre de conneries pourrir votre timeline, je vous rassure, la plupart des gens ont la même opinion sur ces deux guignols, et Twitter les aime vraiment pas, à tel point que quand j'ai vu le colonel Rayel en trending topic, j'espère au fond de moi que ce soit pour annoncer son décès. Donc c'était vraiment pas sympa pour lui, mais je suis content, je suis pas le seul à le penser au moins. Et j'ai même des gens qui trouvent les bons mots, qui arrivent à mettre des images là-dessus. Non mais alors là, déjà qu'avec Colonel Rayel en training topic, je quittais la France, mais en plus avec Michael Vendetta, je change de planète. Et grâce à Twitter, il y a même des gens qui m'expliquent d'où vient cette musique pourrie. Obélix, il est tombé dans la marmite étant petit, et le colonel Rayel, lui, il a avalé de l'hélium, et c'est jamais parti. Et ben merci beaucoup Eric, on te retrouve tout à l'heure pour 2 autres alertes Eric, ou comment Twitter et Facebook retracent l'actualité de la semaine. Tout de suite c'est l'heure des oubliés avec toi Alette, on parle des JO et des sports oubliés. Exactement, on a trouvé un petit thème commun de parler des Jeux Olympiques parce que ça approche à grands pas. On aime beaucoup le sport. On aime le sport, ça se voit. Alors non, on peut peut-être quand même le rappeler, c'est qu'on vous dit bien sûr de poster des sujets, et c'est quelqu'un sur Twitter qui nous a demandé de parler de ces sports oubliés, et Miller sur Twitter, et ben nous on vous écoute, voilà, c'est quand même le principe de followers, et du coup on parle de sport, et ça nous fait plaisir surtout, parce qu'il y a des choses à dire. Exactement, il y a plein de choses à dire. Alors moi je vous avoue, je regarde très très peu les JO, voire quasiment jamais, donc j'ai dû me mettre un peu à niveau, j'ai découvert plein de choses, j'ai vu des vidéos super drôles. Alors peut-être que vous êtes un peu plus calé que moi. Est-ce que vous savez combien il y a de sports au programme des JO d'été là? Oula, moi j'ai une quarantaine. Ouais, c'est un peu plus. Ah, vous êtes large. Non, il y en a 26. 26. Et il y en a 2 de moins. Il y a le softball et baseball qui ont été exclus de la liste. C'est une honte. Je trouve ça dommage aussi. Mais avec les Américains qui jouaient, ils avaient plus d'adversaires du coup. Voilà. Et pour rester fidèle à ma chronique des oubliés, je vais parler des sports dont on parle peu, voire quasiment pas. Francis ne sait pas moi. Donc j'en ai choisi quelques-uns. Et je vais d'abord, voilà, c'est très subjectif, donc moi c'est des sports, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, peut-être que certains sont très calés là-dessus. Juste une petite liste rapidement, vous allez me dire s'ils sont au programme des JO ou pas. Vous me dites oui, non. Est-ce que le karaté est au programme? Ouais. Non, il y a le taekwondo, je crois. Il y a d'autres sports de combat, mais le karaté. Ouais, taekwondo, je vais en parler un peu. Le rugby. Oui, normalement. Il y avait une initiative pour le rugby à 7. Et bah ça a été recalé, pas de rugby cette année non plus. La voile. Tu veux me dire qu'il y avait avant, il y avait du baseball et du softball, mais il n'y avait pas de rugby. Ouais, la voile, ouais, ça y est. Tir au pistolet. Oui. Encore une fois, c'est les Américains qui gagnent, ce genre de choses. La technique est avec nous aujourd'hui, la technique est au taquet et joue aussi avec nous. Et pour finir, le trampoline. Non, ouais. Si. Ah, bah ouais. voilà. Moi j'ai découvert ça, c'est fantastique. C'est pas une blague. Tu te matais des vidéos de trampoline, t'as bien dû t'amuser. Non, et vraiment, c'est super. C'est très beau à voir, impressionnant. C'est dans la catégorie du coup de la gymnastique. Et vraiment, je trouve que c'est un bon sport. Et je trouve que voilà, c'est mine de rien. Pourquoi pas un peu de trampoline, voilà, c'est très bien dans les JO. Alors un sport que j'aime bien, donc du coup j'ai décidé d'en parler forcément, c'est le hockey sur gazon. Donc on a enlevé le baseball, mais le hockey sur gazon reste, je suis contente. Voilà, c'est quand même un des sports les plus anciens joués avec une crosse. Ça date de 4000 avant Jésus-Christ. Il y a des fresques qui ont été retrouvées dans différents continents et tout, donc c'est quand même c'est pas nouveau. Et c'est un très beau sport d'équipe, je trouve. C'est assez brutal derrière l'aspect un peu snob du hockey, et c'est vraiment bon sport à voir aussi. Le taekwondo, comme disait Eric, qui nous vient de Corée, dans les JO depuis l'année 2000. Et là, alors la traduction coréenne veut dire la voie du pied et du poing, parce qu'en effet, ça tape un peu de tous les côtés. et pareil, c'est quand même un très beau sport de combat à voir. Dans la rapidité des mouvements, les coups de pied sont impressionnants. Et il y a aussi, alors ça m'a fait bien rire, le plongeon. Moi je savais pas qu'il y avait le plongeon au JO. Je crois que c'est assez récent, enfin sauf si je dis l'erreur, il me semble que c'est Il pas très longtemps. Il y avait déjà les dernières fois, mais c'est aussi assez impressionnant. Pour le coup, si tu aimes le trampoline, c'est assez impressionnant aussi. C'est pas récent, alors peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai vu que c'était depuis 1904. Alors autant pour moi. Bref, il y a une vidéo à voir qui va être postée sur Facebook tout de suite d'une chinoise qui s'appelle Guo Tingting. Et c'est la championne, je pense championne du monde, voilà. Et enfin, à la demande de l'internaute, on va parler un peu de natation synchronisée. Voilà, c'est au programme des JO depuis 1984. Et ce sport, pareil, j'ai regardé des vidéos. Il y a 2 programmes en fait qui sont 2 épreuves. Un programme imposé, donc avec vraiment des figures à réaliser dans l'eau, et un programme libre où là il y a la chorégraphie, la musique. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Avant il y avait des solos, donc c'est-à-dire que les candidates pouvaient juste créer une chorégraphie seules. Maintenant ça a été remplacé par un ballet, donc elles sont par 8.
Et la France est plutôt bien classée parce qu'ils sont 6e dans cette catégorie-là. D'accord. C'est une discipline très exigeante parce que ça demande de vous imaginer une force cardio-respiratoire incroyable. On a l'impression qu'elle ne respire pas pendant des minutes entières, c'est fou. Une énergie musculaire aussi dingue. Une synchronisation en plus. Une synchronisation hallucinante. Donc c'est vraiment un sport très compliqué, très dur. D'où le nom. Et en fait, à la base, c'était pendant l'Antiquité, les Grecs faisaient de la natation synchronisée entre des jeux pour divertir, pour faire de l'esthétique, du beau, parce qu'en effet, c'est très beau à voir. Et alors, il y a des règles assez spécifiques sur le maquillage, les coiffures, tout doit être harmonisé. Il y a du maquillage, mais pas de vernis, pas trop de décolleté. Enfin bon, c'est très strict. Qu'est-ce que ça peut leur faire qu'elles aient du vernis? C'est une petite question. Il y a que les femmes qui peuvent en faire? Ouais, pour l'instant, il n'y a que les femmes qui peuvent en faire. Alors, de le plus en plus sexisme. d'hommes. C'est dégueulasse. Francis et moi, on voulait s'inscrire pour une super chorégraphie. Aux États-Unis, les hommes commencent à s'y mettre parce qu'ils trouvent ça pas cool que ce soit que les femmes. Donc, du coup, ça y est, il y a moyen que ce soit lancé dans quelques années aux Jeux Olympiques pour les hommes. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir un peu ça. Et après, voilà, que vous puissiez regarder ces sports-là. C'est vraiment. Ça change un peu et c'est sympa. Eh ben, merci beaucoup Aliette pour les oubliés de la semaine. Tu parlais de sexisme tout à l'heure. Avec toi, Angina, tout à l'heure, on parlera justement des hommes et des femmes et des droits au JO. Ce sera tout à l'heure dans l'info positive. Mais en attendant, pour l'instant, c'est toi, Alice. On enchaîne avec la chronique musique. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce un peu en voie de disparition. Enfin, je dis ça surtout par rapport au nom, parce que c'est un DJ anglais qui s'appelle en vrai Orlando Higginbottom. D'accord. Mais il a voulu changer. Ouais, déjà, c'est bizarre. Mais son surnom, c'est Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Donc voilà. J'aime beaucoup. Très bien. En raccourci, ça donne TID. Il est le fils d'un professeur de musique d'Oxford, donc inutile de dire qu'il est tombé dans la musique dès qu'il était petit. Voilà. Il a marqué sa sortie en 2010 avec son tube électro-psychédélique All in 260 Dancehall. Ouais, ça bouge bien, c'est ce qu'on entend derrière, alors, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on entend. Voilà, celle-ci derrière, c'est Garden. D'accord. L'artiste n'hésite pas à user de mise en scène dans ses clips avec des performances scéniques. Donc il se déguise, par exemple, il met des parures d'apache, enfin plein de choses bizarres, il a des danseuses, beaucoup d'applis visuels. Et il se concocte un petit monde qui fait vraiment la différence avec les autres artistes. Il a débarqué en France en décembre dernier au Transmusical à Rennes. Et depuis, en fait, tout le monde se l'arrache. Et ce week-end, il était justement invité au festival de mode et photographie à Hyères, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et il joue aux côtés de The Shoes et de Citizen. Donc l'artiste sortira son premier album cet été qui s'appelle Trouble, signé chez Universal. Et avis aux amoureux de cette musique euphorisante, vous pourrez retrouver l'énergumène en juillet au festival de Dour en Belgique. Eh ben, merci beaucoup Alice pour cette chronique musique. On te retrouve tout à l'heure pour la chronique culture qui sera aussi en rapport à nouveau son dans Followers. Quand vous entendez une petite vache, alors, on n'a pas ramené de vache sur le plateau. Parfait ou pas, parce que je sais pas si on a entendu. Allez, tu peux la refaire. Merci. Voilà, la elle petite était belle. vache annonce qu'il y a une réaction sur les réseaux sociaux. On vous encourage bien sûr à le faire et à nous aider à faire cette émission finalement. On t'écoute, Alice. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Il y a sur Twitter Camille Wheeler qui nous remercie pour la chronique sur la natation synchronisée. Eh ben oui, voilà, donc on vous le rappelle, c'est elle qui nous a demandé de parler de ces sports. Merci à elle. C'est un peu oublié, donc merci à Camille. Et comme Camille, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Et forcément, si on peut les faire, on ne s'en privera pas. On enchaîne tout de suite avec le clash de la semaine. Vous savez, sur Twitter et sur Facebook, souvent c'est un peu tendu. Alors là, c'est Paul Meyer cette semaine. On a sélectionné son tweet. Alors on l'a trouvé juste sur Facebook puisqu'il a lié ses comptes Twitter et Facebook. Il a dit, voilà, combien de Andrés Bervik dans les voitures, les bus, les cars, les trains qui arrivent au meeting de Sarkozy. Donc Andrés... Comme réaction. Comment? C'est classe comme réaction. Oui, c'est classe comme réaction. On vous rappelle, si vous ne savez pas qu'Andrés Bervik, c'est celui qui est à l'origine de la tuerie d'Oslo. Et donc voilà. Alors, forcément, on pose le contexte. Paul Meyer est en fait un élu du Parti Socialiste, mais dans une campagne justement où peut-être que le Parti Socialiste voulait élever un peu le débat, ramener ça à un argument comme après, ça. à sa défense, ça fait référence au propos de Marine Le Pen qui avait exprimé combien de Mohamed Merah dans les bateaux qui arrivent en France, mais bon, Voilà. c'est pas la peine de surenchérir. Exactement. Donc on en parlait l'autre fois de ces personnes qui lancent une bombe sur Twitter et qui l'enlèvent. Et ben typiquement Paul Meyer a retiré son tweet, il l'a enlevé, il n'a pas voulu l'assumer, assumer la polémique derrière. Donc voilà, en plus de sortir une phrase pas forcément, un peu polémique, il n'a pas forcément le courage d'assumer ce qu'il dit par la suite. On continue tout de suite avec l'info positive. Et toi, Angelina? Eh ben exactement, donc aujourd'hui avec Aliette on a décidé de parler de sport. Alors juste avant je tiens à faire un petit remerciement à Isabelle sur la page Facebook. Elle a posté par rapport à l'info positive la semaine dernière un article de 21 qui était très intéressant. Donc du coup je vous remercie, je la remercie et puis allez-y, n'hésitez pas à nous donner d'autres suggestions d'articles. Alors pour revenir au sport,
Généralement, on dit que ce sont les garçons qui s'y connaissent le mieux. Donc, on est parti, un petit quiz pour les garçons. Est-ce que tout le monde a le droit de participer au JO? On commence facilement. Bah, c'est divisé, t'as les Enfin, à part les Paralympiques. animaux, mais sinon oui. Non. Ok, bon, c'était facile. Oui, c'était gratuit. Donc, effectivement, tout le monde a le droit de participer aux Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous savez quel article de la Charte olympique donne l'accès à tous, justement, enfin, permet à tout le monde de participer? Ouais, mais pour le coup, les mecs s'y connaissent en sport, mais on lit pas les règles, nous. On rentre dans le tas, on voit les règles après. L'arbitre C'est ça. explique, et c'est vraiment un truc de fille, quoi, de regarder la charte avant tout. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que effectivement c'est peut-être un truc de fille de lire la charte olympique. En tout cas, je l'ai fait et je ne suis pas la seule, puisque d'autres d'autres femmes ont lu la charte olympique pour une raison assez simple, c'est qu'il y a encore des pays dans le monde qui interdisent aux femmes de faire du sport. Or, le 6e principe de la charte olympique stipule que toute forme de discrimination fondée sur les considérations de race, de religion, de politique, de sexe ou autre est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. Donc, tu comprends maintenant pourquoi les filles décident des fois de lire la charte olympique, Eric. Ces États sont au nombre de 3. Alors, il s'agit de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de Brunei. Alors, petite précision quand même, par rapport à Brunei, c'est pas tant qu'ils font une discrimination spécialement pour les femmes. C'est qu'elles sont nulles. Non, c'est qu'ils ont, en fait, c'est tellement petit qu'ils ont déjà du mal à envoyer des hommes. D'accord. Donc, alors, effectivement, ils favorisent pas l'accès des femmes au sport, mais bon, déjà pour les athlètes masculins, ils ont beaucoup de problèmes. Alors, je t'avoue que j'ai un peu de mal à trouver le côté positif de cette information. Ça arrive, c'est juste que je fais des introductions particulièrement longues parce Oui. que j'aime poser le sujet. Donc voilà, j'y arrive, patience. C'est en fait que les choses sont aujourd'hui en train de changer et donc en juillet dernier, le Qatar a officiellement annoncé qu'il comptait envoyer des femmes, enfin une délégation féminine à Londres. Alors tout cela peut paraître, en fait il y en a que 3. Donc ça fait un petit peu, enfin ça fait pas beaucoup quoi. Oui. Mais en fait symboliquement c'est pas mal et en fait ça a notamment permis au Qatar aussi de s'émanciper par rapport à l'Arabie Saoudite. En fait l'Émirat est juste à côté de ce grand pays qu'est l'Arabie et donc c'était un moyen pour lui, le sport en fait devient presque une sorte d'argument stratégique en fait niveau politique. D'accord, parce que j'imagine en plus que du coup ça fait pression sur les autres pays, l'Arabie Saoudite et Exactement en plus. Ouais. C'est en fait il y a toute une sorte de stratégie qui s'est mise en place plus envers l'Arabie Saoudite que le Brunei pour les raisons que j'ai expliquées. D'accord. Et donc en fait ça a fait en sorte que le CIO s'en est mêlé et donc en vertu de la charte, du 6e principe de la charte olympique que je vous ai cité, le CIO a menacé l'Arabie Saoudite de ne pas permettre à leurs athlètes masculins de se rendre au JO si D'accord. jamais ils ne permettaient pas aux femmes d'y aller. Alors ça fait que l'Arabie Saoudite a dans un premier temps dit ok on envoie des filles, ensuite ils ont fait non on n'envoie plus aucune fille, ils ont revoulu en envoyer et en fait il y a une sorte d'engouement médiatique du coup autour de ce sujet. On avait pas mal d'articles qui parlaient de l'envoi de saoudiennes à Londres et donc ça a dû leur faire peur et ils ont décidé au final de ne plus permettre aux femmes d'y aller. Et aujourd'hui, du coup, on en est où? Alors aujourd'hui, en fait, on a affaire à une sorte de belle hypocrisie puisque donc le prince de l'Arabie Saoudite a déclaré, je cite, le 5 avril dernier, nous ne cautionnerons aucune participation féminine saoudienne aux Jeux Olympiques ou à d'autres compétitions internationales, mais le pays n'interdit pas, alors soit aux étudiantes, soit aux femmes saoudiennes qui sont à l'étranger, de participer aux Jeux Olympiques. Mais elles devront participer, en gros, sans drapeau, sans patrie, voilà, elles participeront de manière indépendante. D'accord. Et donc du coup, personne va prendre le risque. Bah en fait le souci c'est que c'est vrai que ça serait mal vu dans le pays de s'émanciper presque de son pays pour participer au JO, mais c'est pour ça que je tenais justement à parler d'une jeune femme qui s'appelle Dalma Roujdi Malas que normalement vous pouvez voir en photo. Alors c'est une cavalière saoudienne qui après avoir déjà participé seule au JO de Pékin en 2008 a fait de nouveau savoir qu'elle tenterait sa chance en 2012 et alors point on va dire un tout petit peu ironique c'est que justement en 2008 à Pékin la jeune femme avait gagné une médaille de bronze en saut, je crois. En saut d'obstacle. D'accord. Et quand il faut savoir qu'à la même époque, les hommes de la délégation de l'Arabie Saoudite n'avaient, eux, sur l'ensemble des Jeux, rapporté aucune médaille au pays. Donc, ils se sont privés d'une belle opportunité, d'une belle fierté nationale. Effectivement. Merci beaucoup, Angela, pour cette info positive. Ah, la vache. On a une réaction avant l'alerte. Mon Dieu, tous bousculent. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a des réactions. On a Camille, Camille qui nous avait conseillé le sujet, toujours la même, qui nous conseille pour la natation synchronisée d'aller voir les ballets russes qui apparemment sont impressionnants. Donc, D'accord. Si c'est votre sport, allez-y, allez voir. Et Nous, surtout on vous fait un Camille. contre-meux. Alors,
Restons concentrés. Camille, si tu as des vidéos peut-être à nous envoyer sur la page Facebook, n'hésite pas. Hein, voilà. Et le contre-mets, donc Le du coup. contre-mets, c'est Mademoiselle Moon qui remercie Alice pour l'ensemble de ses découvertes musicales. Donc voilà. Tu C'est découvres des perles, pas Alice. Camille que tu fais plaisir. C'est gentil, Mélanie. Merci beaucoup. Et va continuer de réagir sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. C'est followers officiels et followers avec un petit tiré du livre. Voilà, Eric, ta deuxième alerte. De quoi tu nous parles? Eh ben on va commencer avec tout de suite avec ce tweet qui résume la situation. Retardataire, Sarkozy-Kadhafi, le financement, c'est maintenant. Et oui, donc après des mois d'investigation, le journal Mediapart présente des preuves comme quoi le colonel Kadhafi aurait financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc entre les deux tours de l'élection, tu te doutes bien que c'est une vraie bombe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Twitter a très mal réagi et a même associer les deux noms pour en faire un trending topic, c'est-à-dire que tu trouvais Sarkozy-Kadhafi. D'accord. On trouve des tweets, enfin tout le monde s'est retweeté l'article de Mediapart, vous pouvez le trouver très facilement maintenant sur Twitter, et vous avez des tweets du genre Sarkozy-Kadhafi, le monde entier est au courant. Donc c'est vrai que ça la fout un peu mal. Et alors on va laisser à chacun l'occasion de s'expliquer. Si tu es d'accord, Francis. Oui. Donc pour Kadhafi ça va être un petit peu dur qu'il s'explique. Mais pour Sarkozy alors ça donnerait un truc comme... Je voudrais pas qu'on s'imagine des choses. Cet argent que m'a filé le Libyen, c'est juste ses règlements des frais de camping quand il est venu loger à l'Elysée. Hein. Et si le montant vous paraît un peu excessif, c'est parce qu'il y avait une petite prime parce que je lui ai présenté les frères Bogdanov. Comme ça, ils avaient un prix de l'eau sur le Botox. Donc je trouve ça très dur. Arrêtons tout de suite cette polémique. C'est quand même pas moi qui suis le second couteau d'un proxénète lillois. Je vous remercie. Et c'était une allocution du président de la République. Et voilà, on continue tout de suite. C'est bien, on était en musique, on va rester en musique puisque Juliette, tu nous as rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour. Et tu nous présentes aujourd'hui William qui nous a rejoint aussi. Bonjour William. Bonjour. Voilà, donc William qui est beatboxer. Donc William, c'est vrai que nous on t'appelle William, mais ton nom de scène c'est G-Willa, c'est ça? Ou William Mistrobox. C'est Maestro. Voilà. Ah, pardon, autant pour moi. Voilà, donc je voulais savoir, moi, comment ça a commencé le beatbox? T'as entendu un mec faire ça un jour et tu t'es dit que tu voulais faire la même chose? Ouais, en fait, ça a commencé quand j'étais en CE2. Je regardais, je pense que c'était Graines de Star ou quoi. Et il y avait Anthony Cavana qui passait et il faisait de la musique avec sa bouche. Du coup, en fait, ça c'était ma base. C'est comme ça que j'ai découvert le beatbox. D'accord. Ensuite, voilà, je me suis intéressé à ça. Et puis avec l'arrivée d'Internet, il y avait des vidéos. J'ai découvert des beatboxers tels Razel, Kenny Mohamed. Et là, voilà, quoi, c'était un peu plus complexe que ce que faisait Anthony Cavana. Et du coup, j'ai voulu vraiment approfondir ce que je faisais dès le début. Et donc du coup, ça fait combien de temps que t'en fais maintenant du beatbox? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs phases. Au début, j'avais une phase où je faisais du beatbox assez simpliste. Un son par-dessus et plus une rythmique. D'accord. Et ensuite, il y a 4 ans, environ 5 ans, on va dire 4 ans, là j'ai vraiment appris à peaufiner mes sons en rencontrant d'autres beatboxers. Et là j'ai appris On aura une petite démonstration juste après. Ouais, moi je voulais savoir parce que ça demande quel genre d'entraînement de faire du beatbox. Voilà, ouais. Tu fais des battles, tu fais des choses comme ça, des festivals. Ouais, carrément. Alors les battles, j'en ai fait 3 dans ma vie. L'entraînement, comment dire, c'est un entraînement quotidien, on s'en rend même pas compte en fait, c'est comme un amusement. D'accord. Et du coup, quand on voit quelque chose sur internet, dans une vidéo, alors qu'on entend quelqu'un le faire, on essaie de le reproduire. Et du coup, en fait, au fur et à mesure du truc, voilà quoi, on s'améliore sans s'en rendre compte en fait. Donc voilà. Et alors tu as fait quelque chose de particulier, enfin je veux dire, tu peux faire combien de pistes en même temps? Combien de pistes en même temps? C'est pas des pistes en fait. Je ne connais pas du tout. Hein. En fait, il y a plusieurs techniques. Moi, chaque beatboxer a sa technique. Moi, je fais avec la technique la plus basique, c'est avec le nez, avec la bouche. Là, je fais des choses en même temps. D'accord. Ensuite, on peut faire avec la gorge aussi. C'est ouf. Et puis après, la rapidité, en fait, elle fait que la superposition des sons fait que, en fait, on croit que tout est en même temps, mais en fait, tout est bien fragmenté. Et du coup, en fait, plus ça va vite, plus on croit que c'est plein de sons en même temps. D'accord, ok. Ouais. Alors, je crois que tu nous as préparé un blind test, c'est ça? Un petit blind test. Tu nous as mis la bouche. Alors, je vais être un peu le maître capello de ce truc. Je vais faire l'arbitre. On va avoir je sais que tu vas perdre, c'est pour ça. 2 équipes. Donc d'un côté Eric et Alice, de l'autre côté Juliette et Aliette. D'accord. Vous répondez bien sûr avec la boîte à mots, forcément. On t'écoute. On en fait
3-4. On se fait 3-4 petits extraits. Ok, la technique peut jouer aussi. Hein. La technique faut jouer et surtout vous aussi vous pouvez jouer, n'hésitez pas à réagir et à nous envoyer des petits indices puisqu'on est connecté sur internet. On t'écoute, premier extrait. Ok, bah, je vais commencer facile. Eric et 50 Cent, c'est 50 Cent. 50 Cent, ouais. Il chive. Bonne réponse de la technique aussi qui était sur le coup, ouais. On enchaîne avec le deuxième extrait si tu veux bien. C'est un arrêt cardiaque. Ouh, mais je l'ai, mais je suis l'arbitre. Eric et Alice. C'est Daft Punk. Daft Punk avec le titre. Around the World. Around the World, c'est ça? Yes. Ouais, joli. On vous met à l'amende. Bah, ça va. 2-0, attention, il faut revenir tout de suite, sinon c'est mort pour vous, Aliette et Juliette. Attention, troisième extrait. We will rock you. We will rock you. Tu n'as pas baisé. Tu n'as pas baisé. Tu n'as pas baisé. C'est We will rock you. Voilà. Et c'est même à l'écoute, c'est la version d'Elton John en 92 à Wembley. Donc voilà, on vous a mouché sur la corde. Ah non. Merci Eric, mais sur ce coup-là, plus que vous deux, c'est la technique qui a plutôt bien géré. Donc bravo. Mais la technique tient dans notre équipe. On est une grande famille, la technique est avec nous. Merci William. Est-ce que je peux peut-être finir par une petite impro? T'as peut-être prévu quelque chose pour nous? Ouais. Eh ben écoute, on t'écoute, c'est parti. Je vais refaire une cover. Très bien. Eh ben merci beaucoup, super impressionnant, merci beaucoup à toi William d'être venu. Bien sûr toutes ces informations on les poste sur notre page Facebook et Twitter, n'est-ce pas? Et merci beaucoup d'être venu, très impressionnant, direct du Spotlight sans le Gambetta à Lille. On continue tout de suite avec le compte Twitter et le compte Facebook de la semaine. Sur Twitter alors, on vous propose un humour assez noir, même très noir, puisqu'on vous propose le compte d'Alzheimer Guy. Voilà, donc c'est tout collé Alzheimer Guy. Et en fait, c'est tout simplement
simplement une personne qui fait semblant qu'elle a Alzheimer. Donc tous les jours, elle se réinscrit sur Twitter avec forcément des pseudos étonnants comme celui-là. On n'oublie pas d'aller voter demain. Donc forcément, quand on connaît le personnage, ça c'est drôle. Et voilà, c'est vraiment de l'humour super noir. Faut être un peu fan. Et voilà, c'est tous les jours ou tous les 2 jours, il s'inscrit sur Twitter et forcément il est étonné puisqu'il y a déjà 4000 followers. Donc ça c'était pour le compte Twitter. Donc forcément de l'humour. Au niveau du compte Facebook, ça s'appelle Le Lab. C'est par nos collègues d'Europe 1. Et en fait, c'est le meilleur du web politique, c'est-à-dire que tous les jours, ils reprennent toutes les petites phrases et tout ça. Alors voilà, et c'est vraiment, enfin, c'est super bien fait et il y a tout ce qu'il faut savoir. Certains des tweets qu'on ne peut pas forcément reprendre ici dans Followers, allez voir là-bas parce qu'ils y sont. Et il y a vraiment tout, enfin, c'est fait par l'équipe d'Europe 1 et forcément, il y a tous les journalistes d'Europe 1 qui y participent et ça donne un truc vraiment super bien. Et on espère qu'après la campagne, ça restera parce que avoir comme ça des analyses aussi fines et chez eux aussi, vous pouvez participer et apporter vos commentaires et apporter vos réflexions comme dans Followers. On continue avec toi, Alice, et la rubrique culture. Tout à fait. Alors tout à l'heure j'ai évoqué le festival de mode et photo hier et aujourd'hui j'avais bien envie de vous en parler. D'accord. Et du coup, enfin. Hier. Attends, c'est quoi en fait ce festival? Expliquez un petit peu aux gens. Bah justement, enfin teaser aussi. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Hier en 2 minutes 6 secondes pour être prêt pour la 26e édition. Hier est une petite ville sur la Côte d'Azur. Elle est connue pour ses îles, son centre historique et la Villa Noailles. Son vrai nom, Château Saint-Bernard. C'est l'idée de Charles et Marie-Laure de Noailles. Ils sont riches et beaux et avant-gardistes. La villa est construite par Mallet Stevens, chambre d'invités, piscine, squash. La villa s'agrandit tout le temps. Les Noailles invitent et financent leurs amis Man Ray, Jean Cocteau, Giacometti, Dali, etc. C'est la fête. Les Noailles financent Louise Buñuel. C'est le scandale. Surprise. Tout le monde se calme, puis c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est l'abandon, puis c'est les années 80. Maintenant, la villa accueille tous les ans le Festival international de mode et de photographie. Jean-Pierre Blanc l'a inventé quand il était jeune. Il y a très longtemps. Sous la direction de Maïda, 10 jeunes créateurs sont en compétition. Victor Rolf, Gaspard Jurkiewicz, Romain Kremer, Charles Anastase, Felipe Oliveira Batista ont tous commencé comme ça. Ils passent devant le public et devant un jury de professionnels. Ils peuvent gagner, entre autres, jusqu'à 15 000 €. Lacroix, Alaya, Demel Mister, Lagerfeld, Tichy, Van Noten ont été présidents. Ça défile dur. Il y a aussi 10 jeunes photographes sous la direction de Michel Mallard, Solveig Sonsbo, Camille Vivier, Bill Linus et Cédric Buchet sont passés par là. Ils peuvent gagner 1 an à la School à New York, pas mal. Ils peuvent aussi gagner un bébé palmier. Eh oui, c'est pas tout. Les anciens lauréats, les grands noms de la mode, les légendes de la photographie, des artistes de tous bords participent aussi. Ça défile, ça vernit, ça présente, ça expose. Pour le public, ce n'est pas de tout repos. C'est la villa, c'est la ville, c'est la vue, c'est la découverte, c'est l'apéro, c'est la plage, c'est la teuf. Cette année, c'est du 29 avril au 2 mai. À hier, donc. Il y aura 10 jeunes stylistes. Il y aura 10 jeunes photographes, il y aura du beau monde. Raph Simmons, le président, Proenza Schouler et Christopher Kane dans le jury, et aussi Michel Gobert, Cathy Horn, Tim Blanks, Faye Dowling, Yannick Bouilly, comme moi, des commissaires d'expo, des éditeurs, des chasseurs de tête. Ce sera à la villa, ce sera au centre-ville, ce sera dans les marais salants. Pour la première fois, il y aura une exposition permanente sur les Noailles, mise en scène par David Dubois. Il y aura des expos de Raph Simmons, Erwin Blumenfeld, Daniel Sanwald, Sandra Backlund, Jan Gross, Marun Rolls, L'Imparfaite, Lila Lopias, Bless, Solmandak Munku, Yikingin, Alexandra Verschuren. Voilà. Hier, 2-6. Vous pourrez pas dire que vous saviez pas. Comme c'était dit dans l'extrait, en fait, c'est une maison d'architectes avant-garde qui est installée dans les hauteurs du Vieux-Hier et qui chaque année accueille depuis 27 ans un festival de mode et photo. Donc cette initiative, en fait, elle reprend la philosophie du couple de Noailles qui, dans les années 30, était de très très grands mécènes et qui n'hésitait pas à supporter tous les jeunes talents émergents, en fait. Donc, et comme c'est bientôt la saison pour le Sud, avril-mai, c'est toujours la bonne période pour éviter les Parisiens du mois d'août et surtout de se démarquer un peu un mois avant Cannes. Donc le festival est internationalement reconnu et il permet à 10 jeunes créateurs et 10 jeunes photographes de présenter leur travail devant un jury d'experts. Et chaque année, le gagnant obtient en fait une visibilité internationale et des prix qui leur permettent de plus facilement décoller. Donc si j'ai voulu en parler en fait aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, le festival avait lieu ce week-end et il se clôture ce soir. Bah justement, comment le festival il a pu s'imposer dans le monde de la mode? En fait, au bout de toutes ces années, le festival il a su tirer sa lettre de noblesse en fait parce qu'ils avaient des présidents du jury tels que John Galliano, Christian Lacroix, Dries Van Noten et beaucoup d'autres. Et cette année, c'est aussi un beau palmarès qui va noter les jeunes talents. Donc par exemple, le président du jury n'est autre que le styliste Yoji Yamamoto,
Et il sera accompagné du réalisateur Christophe Honoré, Pascal Mussard qui est la directrice artistique de Hermès, Paolo Reversi qui est un grand photographe, d'ailleurs peut-être que vous connaissez la photo qui va suivre, et Terry Jones qui est le fondateur du magazine américain ID. Donc il y a eu plein d'autres personnalités aussi. Et donc, du coup, on y trouve quoi concrètement dans le festival, dans ce festival? Donc pour faire court, c'est un week-end assez rythmé entre expositions. Donc souvent ils exposent les derniers lauréats, photos et mode, et aussi le président du jury, et d'autres thématiques assez contemporaines. Il y a des vernissages, des défilés bien entendu, des avant-premières, des performances et aussi des concerts. Donc comme je disais tout à l'heure, il y avait Tid, mais il y a aussi The Shoes pour la deuxième fois et The Citizen. Donc c'est un festival qui mélange bien sûr tous les arts et qui fait bien bouger la région. Mais justement, comme c'est en Côte d'Azur, ça risque pas de faire ressortir ce cliché qu'on a de la Côte d'Azur, très bourgeois, très riche. Dans ce genre de milieu, je pense que de toute manière, on peut pas trop y échapper. Mais à part toutes les personnalités qui s'y déplacent, le festival se délocalise dans plusieurs endroits de la ville et en bénéficiant vraiment des petites merveilles que nous offre la Côte d'Azur. Et en plus, cette année, grande innovation, comme vous le savez, le Palais de Tokyo a réouvert seulement la semaine dernière après de longs travaux et des longs mois d'absence. Et pour inaugurer, on va dire, cette réouverture, ils ont retransmis samedi soir en direct, gratuitement, le festival, le défilé des candidats. Donc et maintenant le plus intéressant bien sûr ça va être la remise des prix. Donc et en plus c'est tout chaud encore, c'est tombé ce midi. Donc côté mode, le Grand Prix L'Oréal professionnel a été attribué à 3 Finlandais au nom imprononçable. Donc c'est tout à gauche, comme vous pouvez voir, c'est Siri, Razaka, Tyria machin et bref, je passe sur les noms, ça va pas être possible. Qui se sont inspirés en fait des rave parties pour créer leur silhouette et leur collection masculine. Donc ce qui explique toutes les couleurs, machin. Enfin c'est très coloré, très très bizarre. Le prix Première Vision et prix du public revient à l'Estonienne Ranier Kikas, qui est donc au milieu, donc c'est plus dans le noir, les rubans et tout ça. Et le nouveau prix Chloé qui vient donc d'être créé cette année revient au Canadien Steve Tai dans une collection qui cherche à rendre hommage au papier. Oui, au papier, donc vous m'expliquerez comment. Et pour finir, côté photo, le Grand Prix revient à la Canadienne Jessica Eaton et sa série Cubes for Alberts and Levitt, qui explore le temps, l'espace et la couleur. Et le prix Digital LVMH revient au Néerlandais Florian Van Rockel avec sa série How Terry Likes His Coffee. Voilà. Ne changez pas de chaîne, on n'est pas au César, on est bien en followers, hein, c'est l'émission, c'est un peu remise de prix. Merci beaucoup Alice pour ta rubrique culture. Et c'est déjà la fin de l'émission, voilà, 19h45, en plus on est en retard, donc on se dépêche. Merci beaucoup d'être derrière votre écran, de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Le podcast dès ce soir, et la semaine prochaine en direct du Spotlight sans rue Gambetta à Lille. Bisous à toute l'équipe et à la semaine prochaine. Salut. Salut.